Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant 1 heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. C'est parti pour le deuxième numéro du 100% football amateur, l'émission que le monde entier nous envie. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine, ici même sur RGB 99.2 FM à Cergy et nulle part ailleurs. Les 3 titres de ce soir: Coupe de France, le Puy Foot s'offre Nice et écrit son histoire. Pourquoi en Coupe de France la logique n'est jamais à l'abri? Enfin, formé en région parisienne, Pierre-Alexandre Dipita brille à Saint-Leu. Mais avant, je vous présente ma team 2 étoiles. Kevin Makazi, comment vas-tu, Kevin? Ça va très bien, toi? Très bien, merci d'être là, Kevin. Avec grand plaisir. À tes côtés, pardon, j'en perds la voix, Daoud Daribo, comment vas-tu, Daoud? Je vais bien et puis j'espère que Farid, tu vas bien. Toujours un grand plaisir d'être présent. Merci messieurs d'être à mes côtés ce soir. Chers auditeurs, auditrices, voici le programme qui vous attend et qui est copieux. C'est un exploit, comme il en existe beaucoup en Coupe de France. On va revenir sur la rencontre entre le Puy Foot et l'OGC Nice en 2023. Le coach de l'époque, Roland Vieira, sera avec nous dans quelques instants au téléphone. La 109e édition de Coupe de France fait son retour le week-end prochain en région parisienne. Entre amateurs et professionnels, la magie opère presque toujours. Qu'est-ce qui fait que la Coupe de France bouscule sans cesse la logique? On en parle dans le débat de la team. Il a débuté le football à l'âge de 5 ans à Deuil-la-Barre. Il est un Saint-Leu en Régional 2 depuis la saison dernière. Un beau parcours, notable en amateur. Pierre-Alexandre Dipita est notre invité interview ce soir. Ne devrait pas tarder, ce sont les aléas du direct, mais vous inquiétez pas, il sera parmi nous dans quelques instants. Le football amateur, le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM, c'est maintenant, soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, l'instant foot. Nous avons le plaisir de recevoir l'ex-coach du Puy Foot, Roland Vieira. Avec lui, on va revenir sur les bons souvenirs de l'époque. Allô ? Oui. Oui, bonsoir Roland, comment allez-vous ? Oui, bonsoir. Très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien normal. Avant Roland, si vous êtes d'accord, avant de nous replonger dans cette soirée de janvier 2023, aujourd'hui vous êtes coach d'Andrézieux, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Comment ça se passe ? Écoutez, très très bien. On tombe dans une poule de N2 qui est une poule très 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 relevée. Donc des débuts qui sont mitigés au niveau comptable, des prestations très très intéressantes. Mais voilà, on a transformé un peu mieux notre début de saison avec une victoire contre Cannes à domicile ce week-end. Donc ça nous fait du bien, mais voilà, ça va être un championnat avec beaucoup d'équipes de très très bon niveau. D'accord. Donc, Roland, revenons à ce match entre le Puy Foot et l'OGC Nice. À l'époque, vous étiez 16e au national avant d'affronter les Niçois samedi 7 janvier 2023.
Pardon, ça. ça a coupé un petit peu. Oui. Non, je revenais, Oui, donc on était- je vous demandais, si vous êtes d'accord, on revient sur ce match entre le Puy Foot et le GC Nice. Et à l'époque, vous étiez 16e au national avant d'affronter les Niçois. Oui, on était toute la saison un peu en difficulté en national avec un classement qui nous a emmené à descendre en fin de saison au moment des réformes. Donc on a toujours été dans ce bas de classement en national avec quand même la volonté d'essayer de produire du jeu, mais on était sur une première année et ça a été très, très difficile toute la saison. Donc si rentrons dans le vif du sujet de cette première mi-temps, Roland. Dès la 3e minute en jeu, le meilleur buteur, Pono Mohamed Benfredj, trouve les filets d'une belle frappe à l'entrée de la surface. On ne peut pas rêver mieux comme entame de match. Oui, surtout qu'on savait que c'était une équipe qui était en plein doute. Moi, j'avais été les superviseurs à Rennes avant et je les avais vus aussi jouer la coïncidence l'été à Nice en vacances. J'avais été les voir jouer et on savait que c'était une équipe qui, malgré qu'elle soit cette année européenne, était en difficulté et on savait que c'était une période de crise. Donc, que notre volonté, c'était de faire avancer le match et essayer de les faire douter. Donc, la faculté de marquer au bout de 3 minutes de jeu sur un terrain qu'ils connaissent pas, où ils n'ont pas l'habitude, dans un contexte beaucoup plus champêtre que ce qu'ils connaissent chaque week-end, on savait qu'on se mettait sur la bonne voie. Alors c'était peut-être au départ un peu trop tôt peut-être, mais voilà, on a réussi à tenir tout cet avantage pendant la durée du match. Avant de laisser la parole à Daoud, le terrain, peut-être qu'il n'était pas un billard, le terrain est le même pour les deux équipes. Oui. Après, voilà, ce qui fait la différence souvent, c'est aussi la détermination et la capacité à avoir une grosse abnégation. Donc nous, on savait que déjà, ça allait être difficile, même s'ils ont des individualités plus importantes que nous, que le contexte, que l'état de forme, que la période de crise allait les mettre dans une situation compliquée et que nous, par contre, forcément, comme à chaque fois qu'il y a un exploit, il fallait nous être à 200%, être très très proches les uns des autres, très solidaires, très déterminés. Et je pense que de marquer à la 3e minute, ça nous a donné beaucoup de force, surtout qu'on avait eu la chance de le faire déjà quelques années avant contre Lorient, mais en pleine période de Covid. Donc on avait envie de réécrire l'histoire avec cette fois-ci un stade plein. Tout à fait. Je laisse la parole à Daoud. Ouais, bonsoir coach. La question, est-ce que sur le plan de jeu, c'était prévu d'aller tout de suite aller les presser, vu que vous les aviez étudiés, que vous avez vu qu'ils étaient un peu dans le doute et tout? Est-ce que c'était vraiment prévu d'aller les chercher haut et de marquer rapidement ou pas du tout par rapport au plan de jeu qui était prévu? On avait la volonté on avait bien travaillé sur l'adversaire, mais on avait la volonté de garder notre identité de jeu, donc on n'avait pas prévu de mettre le bus devant la cage, donc voilà, on n'avait pas forcément la volonté non plus d'aller les chercher sur les premières minutes, mais on croque un ballon, je pense, sur bloc médian, et on arrive rapidement à trouver une situation de frappe, et Momo Benfredj, comme il a l'habitude, est capable de frapper sans même dribbler le joueur, ça veut dire voilà, simplement un crochet enchaîné, et il va chercher un angle fermé qui est masqué pour le gardien, vu que ça passe, je crois, juste sous les jambes du défenseur. Donc c'était pas forcément une volonté d'aller les chercher, mais par contre c'était dans notre projet de jeu de récupérer des ballons sur un bloc médian haut. Je crois que Kevin a une question pour vous, coach. Bonsoir coach. Là je suis en train de regarder justement la compo, il y avait quand même des joueurs hyper intéressants côté niçois. Est-ce qu'en première mi-temps il y avait un joueur que vous avez ciblé en particulier? Parce qu'il y a quand même Ross Barclay, Nicolas Pepe, Sofiane Diop. Est-ce qu'il y avait un joueur en particulier dans cette première mi-temps que vous avez ciblé? Nous, on savait que collectivement, ils pouvaient faire des différences, mais c'était surtout individuellement. Il y avait, je crois, Thuram et Pépé. Exactement. On savait que c'était deux joueurs qui étaient, Thuram qui était malgré la période difficile de l'équipe, qui était en pleine forme. Je pense qu'il était pas loin d'être aux portes de l'équipe de France à ce moment-là, ou en tout cas qui était suivi, ou en tout cas moi que je trouvais très très intéressant. Et Pépé qu'on connaît, qui est capable à n'importe quel moment de faire la différence. Et je crois que justement ça fait partie des deux joueurs qui ont réussi à nous mettre en difficulté dans le match, je crois, en touchant l'un et l'autre le poteau. Coach, on rentre dans la mi-temps, il y a donc un 0 en votre faveur. Quel a été votre discours? Le discours, c'est d'essayer de rester dans le même projet, pas reculer trop bas parce que ça allait être trop long et trop dur à tenir, et être capable aussi de temps en temps pouvoir faire des sorties de balles et aller les prendre en compte pour justement qu'on les laisse un peu entre deux et qu'on soit peut-être capable de mettre un deuxième si on peut le mettre, et en tout cas de continuer à défendre en avançant et pas trop reculer, parce qu'on savait que par séquence
ils allaient nous obliger à reculer très très bas, mais notre volonté c'était de pouvoir continuer à sortir aussi un petit peu et pas être acculé sur notre but. Il y a Daoud qui a une autre question pour vous. Ouais, justement, dans la gestion de la mi-temps, là, est-ce que physiquement, comment vous avez fait vos joueurs? Est-ce que c'était en sur-régime ou pas du tout? Bien au contraire, vous aviez appliqué que physiquement parlant, vos joueurs, il n'y avait pas de, voilà, qui n'étaient pas en sur-régime ou physiquement qu'il n'y avait pas de problème là-dessus, quoi. Non, je pense que c'est ce qui fait la différence avec il y a quelques années en arrière, où là, aujourd'hui, les joueurs de N2 sont de plus en plus proches au niveau physique de la Ligue 1. Et en plus, quand on a la chance de mener, je pense que ça donne énormément de force. Donc non, je n'ai pas le souvenir qu'on soit extrêmement fatigué, qu'on est trop puisé et de se dire que l'exploit sera trop loin parce qu'on est cuit. Non, on maîtrisait notre sujet, on était confiant et conscient qu'on pouvait faire un truc et surtout qu'on pouvait vraiment les emmener au bout. Donc on a continué dans notre projet de jeu et je crois qu'on finit le match même correctement physiquement. Une autre question peut-être, Kevin. Oui, moi c'était par rapport plus à la tactique, comme a dit Farid. C'est vrai qu'à la mi-temps, vous menez 1-0, et c'est vrai qu'après, on va dire psychologiquement, on sait qu'on on a un but d'avance. Est-ce que, on va dire potentiellement, on peut changer dans votre tête, vous avez pensé peut-être à modifier le système, par exemple, à un bloc médian, À mettre le bus peut-être. ou peut-être à un bloc bas pour celle de la deuxième mi-temps, ou comme vous avez dit, vous avez vraiment bien fini, et au final, vous êtes resté dans votre projet de jeu. Non, après, nous, malheureusement, par rapport à notre saison, on avait l'habitude aussi de pouvoir avoir des équipes qui viennent nous chercher et qui nous mettent, qui nous fassent reculer. Et on avait, nous, un projet de jeu où on avait la volonté de jouer. Donc, on voulait surtout pas déroger à ça. Donc, on s'appliquait. On savait que par séquence, ils allaient nous faire reculer énormément. Donc, on a été bloc. Il fallait être capable, justement, quand on reculait, de défendre tous ensemble et surtout d'avoir un bloc étiré. Et quand on pouvait faire remonter le bloc pour essayer de retrouver un bloc médian. Donc, on a réussi à garder ça tout au long et avoir l'obligation de défendre vraiment tous ensemble sans faire une mi-temps devant notre but. Parlons donc de cette deuxième mi-temps, Roland. En seconde mi-temps, vous avez défendu votre but face aux assauts niçois. Kefren Turam a touché le poteau, il y a eu quelques frayeurs et même une dernière occasion de Gaëtan Laborde. Vous résistez jusqu'au bout. Vous avez totale confiance, Roland ? Oui, parce que, totale confiance, on se dit toujours qu'il peut se passer quelque chose, mais avec l'arrêt des prolongations aussi, on se dit qu'on a aussi une cartouche. Ça veut dire que même si on en prend un, on peut emmener l'équipe au pénalty. Donc, on est confiant dans l'histoire qu'on veut écrire et on est déterminé. Et après, voilà, on sait aussi que on a toujours ce brin de réussite sur des occasions qui passent devant la cage, qui tapent le poteau. Voilà, on a eu aussi ce brin de réussite qu'il fallait, mais c'est souvent ce qui arrive en Coupe de France, et je pense que la détermination et la réussite se provoquent aussi. Donc voilà, on a réussi à être assez déterminé pour avoir ce petit brin de chance sur la deuxième mi-temps. Et est-ce que dans la semaine précédant ce match, Roland, vous aviez fait 1, 2, 3 séries de penalty au cas où ? Non, moi j'en fais très rarement. Les joueurs en réclament, donc ils en font par moment souvent, mais je suis partisan du fait de dire que le penalty se joue beaucoup sur la gestion des émotions et à ce moment-là, et c'est très très dur de le remettre en contexte en semaine. Donc il y en a toujours qui sont faites parce que les joueurs en réclament, mais moi j'en provoque pas particulièrement parce que je mets peu d'importance à la transposition, même si voilà, il y a des réflexes, il y a des joueurs qui ont l'habitude de tirer mieux que d'autres, mais la transposition d'un penalty en Coupe de France face à un match de Ligue 1 qui peut faire gagner, et celui qu'on fait la semaine à l'entraînement face à son copain dans les buts, je trouve que voilà, on peut le travailler, mais il n'y a pas beaucoup de cohérence entre les deux. Le match se termine, Roland, 1-0 en votre faveur, une victoire devant 5000 spectateurs dans un stade maçon plein à craquer. Aujourd'hui encore, on en garde quel souvenir ? Des très très bons souvenirs. Moi, j'aime beaucoup le travail de fond, donc j'ai beaucoup aimé les montées qu'on a fait, mais qui font beaucoup moins de bruit que ces passages en Coupe de France. Donc force est de constater que ces exploits-là font grandir le club et font parler énormément du club, ramènent des partenaires, ramènent souvent les politiques au stade, que ce soit la région, que ce soit la mairie. Donc ça a permis, que ce soit l'exploit contre Lorient ou contre Nice, de faire grandir à vitesse grand V le Puy-en-Velay alors qu'on était sur 3 montées. Mais voilà, ça a un effet bien plus important, la Coupe de France, que le championnat. Donc on en garde des très très bons souvenirs.
Et je crois que après on a un match beaucoup plus difficile, mais voilà, c'est surtout la capacité à remplir le stade, voir le stade plein, qui est vraiment très très plaisant. Je me doute. Même si le Puy Foot était en national, l'OGC Nice en Ligue 1, donc très peu de différence de niveau. Mais entre nous, Roland, est-ce que les professionnels, les joueurs professionnels de l'OGC Nice vous ont pris de haut ? Je pense pas, parce que déjà dans la composition d'équipe, ils avaient mis la meilleure composition d'équipe. Il y avait eu très, très peu de turnover. Non, je pense pas. Après, c'est le contexte qui fait que ça emmène forcément des différences d'investissement. Je pense que c'est très très dur pour certains joueurs pros en plus en période de crise comme il était, de venir et de pas voir le bord du précipice quand on joue un match comme ça, en se disant si on perd, ça va être très très compliqué et l'investissement est dur à mettre à 120, 130%, alors que nous, en face, n'importe quel joueur est très très concentré, très rigoureux à 200%, la peur d'être humilié par un joueur de Ligue 1, la peur de prendre une rouste, donc on est tous hyper concentrés, et je pense que la différence se fait là. Il faut forcément que ce jour J, il y ait une différence d'investissement pour que l'exploit se fasse, et le fait de la construction de match aussi, le fait de marquer au bout de 3 minutes, ça appuie encore plus de se dire que Nice est tombé dans un bourbier et que ça va être dur de s'en sortir. Exactement. Je laisse une dernière question à Daoud. Ouais, justement, c'est les retombées après un exploit comme ça où on imagine le côté festif, etc., qu'il a pu en découdre. Comment vous avez analysé après par rapport au championnat, justement, d'enchaîner derrière un exploit pareil avec une telle émotion? Nous, ça nous a donné de la force, parce que forcément c'était un bel exploit, ça a ramené du monde au stade. Mais ça ne nous a pas beaucoup déstabilisé, parce qu'on savait que le projet principal était d'essayer de maintenir le club, et on savait surtout que c'était une année de réforme avec beaucoup de descentes. Donc on pouvait à aucun moment baisser la garde, et malgré tout ça, on n'a pas réussi à maintenir l'équipe. Je crois qu'on finit juste avant la zone de relégation, et ça a été très très dur sur une année de réforme. Mais ça nous a pas déstabilisé à ce moment-là dans le championnat, ce qui est beaucoup plus dur quand on joue une montée, où je trouve que voilà, ça vient déséquilibrer un peu les choses, et c'est beaucoup plus dur. Il y a Kevin aussi, je crois qu'il a une question pour vous, coach. Oui, surtout, en fait, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, après cette victoire. On sait que voilà, ça peut donner un boost à une carrière. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement? Non, moi personnellement, voilà, ça fait aussi, quand ça fait de la lumière au club, ça en fait aux joueurs, ça en fait aussi à l'entraîneur. Donc voilà, c'était le deuxième qu'on arrivait à faire après Lorient. Donc c'est toujours des bonnes choses. Après, je répète, moi je crois beaucoup au travail de fond. Donc voilà, ça c'était un one shot très très appréciable, et ça nous a permis de nous mettre en lumière un petit peu. Mais après, ça donne envie, voilà. Quand on joue au genre de match, quand on a cette rivalité-là, quand on voit le niveau, ça donne envie d'aller le chercher. Et à part ça, voilà, ça emmène beaucoup de positifs. C'est exact. Merci en tout cas, Roland, d'avoir très gentiment répondu à nos questions et nous partager un peu cet exploit en direct sur RGB 99.2 FM. On vous souhaite le meilleur du côté d'Andrézieux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, messieurs, c'était intéressant de se replonger et de rentrer un petit peu la tête dans ce vestiaire. Exactement, surtout comme tu disais, c'est vrai que tu vois, c'est quand même un exploit, parce que personne ne s'y attendait, et on voit quand même le Puy faire tomber Nice, et quand tu regardes la coupe, quand même, comme il a dit, Nice avait comme une très belle effectif. Exactement. Avec Nicolas Pepe, Sofiane Diop, Bilal Brahimi sur le côté, donc il y avait quand même un bon noyau du bon monde. Et franchement, c'est beau de voir quand même des équipes comme ça. Il y a un thème là justement qui arrive, je pense qu'on va faire la transition, mais c'est beau de voir quand même des petites équipes, tu vois, comme ça, gagner et faire aussi honneur au football amateur, tu vois. Exactement. Daoud. Non, ce qui est beau, c'est les émotions que ça va laisser. Voilà, c'est ça qui est la beauté de ce sport. C'est les émotions, 2, 3, 4 ans, 10 ans après. Des gens vont dire j'y étais, ils étaient au stade, ou ils ont participé en tant que joueur ou acteur. C'est la beauté de ce sport. Exactement. En tout cas, merci messieurs d'avoir aussi porté un regard bienveillant et posé des bonnes questions à notre coach Roland Vieira. Toujours en compagnie de Daoud et donc de Kevin, on continue avec la magie de la coupe préférée des Français. Le 100% football amateur, le débat.
La Coupe de France, théâtre des surprises. Chaque saison, la question revient. Qu'est-ce qui rend cette épreuve si imprévisible? Est-ce la magie du tirage au sort, le charme des petits stades, l'adrénaline des rencontres à élimination directe? Avant d'en parler, messieurs, quel a été le plus bel exploit de ces 10 dernières années pour toi, Daoud? Bah moi, je vais commencer parce que là, justement, on va rebondir sur une équipe de nationale qui bat une équipe de Ligue 1. Une nationale, il y a beaucoup de joueurs qui sont quasi pro en fait, hein, ils ont des contrats, ils s'entraînent tous les jours. Moi, les exploits, c'est surtout le football, on va en parler dans le département là. C'est une district, une D1 qui bat une N3, type Garges en 2017, Champagne en 2021 qui était en D2. Donc c'est-à-dire 2 divisions en dessous, c'est la D4, il n'y a plus rien en dessous quoi, et qui va sortir Mantois. Alors là, je parle de vrai exploit. Parce que l'équipe de district, on sait que les joueurs s'entraînent même pas par moment. Et battre une M3 normalement c'est impossible. Hein. En fait, normalement c'est impossible. Et moi, rien n'est impossible dans le football amateur. C'est ça, exactement. Et c'est les exploits de district qui arrivent à sortir des nationaux. Je trouve ça formidable. C'est vrai. Est-ce que par rapport à ces exploits que tu as mentionnés, Daoud, t'en connaissais des joueurs? Moi, je connaissais l'entraîneur de Champagne parce qu'il était à Chambly. Je connaissais pas personnellement les joueurs, mais c'est un environnement proche de chez moi. Je sais que les joueurs, ils sont en district, on sait très bien que c'est pas toujours évident de les avoir régulièrement aux entraînements et d'avoir fait un tel exploit, d'avoir gagné 2-1 en plus. Et qu'est-ce que t'avais dit le coach à l'époque? Moi, j'ai pas parlé avec lui, mais moi, j'avais suivi un petit peu leur parcours, quoi. Et ils avaient préparé leur coup. C'était ça qui m'avait surpris, quoi. Genre même pas étonné. Ça m'avait même pas étonné. Ils avaient vraiment préparé leur exploit et j'avais trouvé ça formidable qu'une des deux puisse sortir une N3 quoi. Non, c'est vrai, c'est toujours intéressant de ressentir ces exploits et de les mentionner quand il y a un si grand écart entre les amateurs et les professionnels. Et toi, Kevin, quel a été le plus bel exploit de ces 10 dernières années en Coupe de France? Moi, c'est pas les 10 dernières années, moi c'est plutôt sur les, on va dire, 25 dernières années. Ah oui. Comme tu le sais, moi, tout le monde le connaît, je vais parler de Calais. Rappelez-vous, Calais, 99-2000, qui était une équipe de CFA, donc 4e division, et qui va jusqu'en finale et qui perd malheureusement contre Nantes. Mais je tiens à souligner aussi que Calais a eu un parcours franchement très très honorable parce qu'il commence au 4e tour avec Campagne, les Headlins, donc c'est une division 1 départementale et ils gagnent 10-0. Et après ils enchaînent, ils font Saint-Nicolas les Arras, ils gagnent 3-1. Ils font Marly les Valenciennes, ils gagnent 2-1. Ils font Béthune, ils gagnent 1-0. Ils font Dunkerque, qui était aussi en CFA à l'époque, et ils gagnent 4-0. Et c'est là où la magie opère. Ils jouent Lille et ils gagnent au penalty. Donc là, c'est le 32e de finale. En 16e, ils jouent Longuet, Castet, ils gagnent 3-0. Et en 8e, ils font Cannes, qui était en D2 à l'époque. Et là, ils gagnent au penalty 4-1. Et puis ensuite, ils vont jouer Strasbourg. Ils gagnent 2-1. Et puis après, ils vont jouer Bordeaux. Donc Bordeaux, je vous rappelle, qui était champion en titre, je vous rappelle, de Division 1. Et ils battent 3-1. Et ils font finale contre Nantes. Malheureusement, ils perdent 2-1 sur le début de Antoine Sibierski. Et moi, en fait, je voulais vraiment souligner ça parce que c'est rare, tu sais, qu'on voit quand même des équipes comme ça, tu sais, aller très très loin et aller en finale. Il y a aussi les Herbiers, rappelez-vous, en Exactement, 2018, c'est vrai. Qui avaient joué contre le Paris Saint-Germain. Mais en fait, c'est juste vraiment pour souligner que tu vois, il y a des équipes comme ça qui peuvent nous... Tu sais, une magie comme ça s'opère, comme tu disais, de la Coupe de France. Et je voulais vraiment souligner cet exploit de Calais en 2000, même si beaucoup de gens en ont parlé. Et j'avais même aussi une déclaration, j'ai pris une déclaration de Grégoire Dewart, donc qui était défenseur central, qui dit « Si on a vécu ça, c'est grâce à lui. Lui rendre hommage le nordiste, la voix pleine d'émotion. Il allait chercher des Calaisiens et des joueurs des environs. Il a mis une âme dans ce groupe. On se battait pour lui. Claude restera toujours notre tonton. » En fait, il parle du directeur sportif à l'époque, en fait, qui était allé chercher les joueurs calaisiens aux alentours et qui avait su créer une équipe. Une identité, même. Voilà, une vraie identité et une vraie alchimie aussi. Exactement. Auprès du collectif. Et en fait, voilà, maintenant... Calais a marqué l'histoire. Avec l'histoire de la Coupe de France. la C'est vrai que moi, je me rappelle également d'une image lorsque Nantes remporte cette Coupe de France. Les deux capitaines soulèvent la Coupe de France. Exactement. Ça montre l'esprit Coupe de France. Exactement, tout à fait.
Ouais, moi j'avais été marqué par le match de Bordeaux. Ouais. Ah franchement, Le je me 3-1. rappelle du Gary, le 3-1 et la qualité du jeu, c'était à Lens, c'était à Bollard. Si je Exactement. me trompe pas. Le match qu'ils avaient fait, mais franchement, une qualité de jeu, ça avait été énorme. Il y a les 3 avec la manière, hein, c'est pas volé et tout, hein. Mais franchement, c'était une formidable épopée qu'ils avaient faite cette Et année. rappelle-toi aussi l'équipe de Bordeaux, c'était fou. Il y avait Lyon Lasland, Du il y avait Gary du et tout, Gary, du Gary. il y avait Ulrich Ramé, il y avait grosse des, équipe, ouais. c'était vraiment la Ouais, grosse grosse équipe de équipe. Bordeaux, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et je sens que notre invité qui nous a rejoint, Pierre-Alexandre Dupita, veut réagir. Bonsoir Pierre-Alexandre. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et vous? Très bien, très bien. Est-ce que toi aussi tu as un exploit en tête qui te revient ou tu veux peut-être rebondir sur l'exploit de Calais ou de Garges de l'époque? Bon, après, je vais pas mentir que Calais, moi, j'avais 4 ans, 3 ans. Donc tu te rappelles? C'est vrai, voilà, c'est-à-dire que j'ai toute ma tête à ce moment-là. Mais sinon, récemment, moi, j'ai un ami, Maxime Sivis, qui joue à Red Star. Bon, c'est vrai que c'est du national, donc on va dire que c'est des niveaux un peu similaires, mais ils ont joué contre Lens D'accord. à Bauer et ils ont sorti Lens et franchement, c'était... Ah, c'est pas simple C'était beau. Hein. d'aller jouer franchement, là-bas. et en plus, c'était le Lens, c'est Fofana, tout ça, le Lens vraiment très en forme. Et franchement, réaliser ce genre d'exploit, moi, bon, c'est vraiment un bon ami à moi. Limite, on vivait ensemble, donc c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Marqué. Et donc, je pense que quand on le vit, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Exact, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai recherché, réfléchi et essayé de sortir un exploit. Alors, peut-être que certains vont dire que c'est trop simple. Moi, j'ai pensé à l'exploit d'Andrézieux sur l'Olympique de Marseille C'est vrai. en 2019. C'était à Saint-Étienne. Et Andrézieux a fait le travail, a gagné 2-0. Et déjà, à l'époque, ça avait marqué les esprits également, ce match. Et en plus, là, tu fais une petite passe, parce que moi, je pensais que c'était un autre exploit. Carquefou. Carquefou. Carquefou également. Ouais, non, tout à fait. C'est comme quoi on en garde des bons souvenirs de ces exploits. On les attend presque tous les ans. Ouais, tous les ans. Tous les ans, de toute façon, c'est cette magie-là. Là. Tous les ans, il y a des exploits, des équipes de Ligue 1 qui se font sortir. On s'y attend pas. C'est ça qui est beau dans la Coupe de France. Il y a même des choses qui sont irrationnelles parfois. Les scénarios des matchs, tu peux essayer de rationaliser le football, et il y a des choses parfois qui échappent. C'est comme ça, c'est la beauté. C'est important. magnifique. Mais après, moi, j'ai une autre question. Est-ce que les clubs de Ligue 1, justement, ne sacrifient pas cette Coupe de France? Quand tu vois beaucoup d'équipes quand même qui sont éliminées par des petits clubs, est-ce que, par exemple, les clubs de Ligue 1 sacrifient la Coupe Autant de France par je rapport t'aurais à dit la Coupe de la Ligue peut-être. Ouais. Coupe de France, c'est historique, c'est C'est emblématique. les objectifs, hein, Quand c'est tu les vois le PSG objectifs cette année, aussi. le PSG cette année, par exemple, qui a eu un parcours comme assez Ouais, mais le facile. PSG, mais regarde les autres équipes qui n'ont pas gagné de titre depuis des années. Marseille, Marseille. qui la galvaude. Ils n'ont rien gagné depuis des années. Toutes les équipes qui viennent, il y a une place en Coupe d'Europe. Je pense pas qu'ils la galvaudent. C'est que sur un match, tu peux te faire piéger. Exactement. Un vestiaire un peu petit, un terrain qui n'est plus vraiment un billard, un public qui est un peu chaud. Par exemple, Marseille, par exemple, qui se font éliminer par Annecy au tir au but, c'est au Vélodrome. Donc, comment tu peux être éliminé par une équipe d'Annecy en sachant que tu joues chez toi et que tu n'as pas gagné de titre majeur depuis quasiment 15 ans? Ouais, Là, je pense que pour ce match-là, il y a eu faute professionnelle. C'est ça. Alors, Je suis voilà, d'accord. je je suis pense. d'accord. On est d'accord. Ils l'ont pris à la légère le match. On est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est les joueurs, hein, là, T'en penses c'est- quoi, toi, Moi, Pierre-Alexandre? je pense pas forcément que c'est prendre à la légère. Parce que pour moi, par exemple, j'ai déjà joué dans les deux positions, dans la position du favori et dans la position de l'outsider. Je pense que quand on est favori, surtout au niveau des coachs, même quand ils font tourner leur équipe, ça reste quand même des joueurs professionnels. Donc, ça veut dire que ils sont dans la capacité de battre ce genre d'équipe. C'est des joueurs, par exemple, de Ligue 1. Donc, c'est des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1 potentiellement chaque week-end. Donc, je pense pas que ce soit vraiment une façon de prendre le match à la légère, mais c'est juste que c'est 11 hommes en face. Et c'est dur. C'est dur. Un match de football, un match de football, au final, il suffit que, voilà, nous, on est à 100% et que les autres en face, ils sont à 120%. Ça reste des hommes, ça reste des personnes qui, sur une contre-attaque, peuvent nous mettre un but, ensuite défendre. Ça reste un match de foot. Donc, c'est pour ça aussi qu'on joue au foot, parce que c'est pas une science exacte, selon moi. Non, mais complètement. Mais il faut quand même rappeler que les professionnels, c'est leur métier. C'est leur métier, Ils c'est ne, sûr. ils ne font que ça tous les jours, alors que les amateurs, ils ont parfois un travail à côté. Exactement. Et même parfois toujours. Ouais, mais tu vois, maintenant, le monde amateur, il faut distinguer quand même le monde amateur. Quand tu me parles d'une district nationale, je veux bien comprendre ça, il n'y a pas de problème. Une N3, les mecs s'entraînent 4 fois par semaine au moins minimum. Là, des districts, ils font 2 entraînements, tu vois. Alors qu'une nationale 2, c'est-à-dire tour de centre, ils s'entraînent tous les jours. On sait très bien le contexte, la plupart, c'est quasiment comme des... Ils ont parfois fait des centres de formation. Le coach qu'on a eu là, il nous l'expliquait. Oui. Ils étaient en national ou en national 2. C'est
ça dit comme des pros. Maintenant, ils ont un staff élargi, ils ont des conditions. Tu vois, Annecy qui bat Marseille, mais Annecy, c'est un club professionnel. Oui, c'est vrai. Tu vois, même des N2, je suis parfois moins surpris, moi. Mais c'est quand c'est des clubs à partir de N3, R1, là, je me dis, là, on touche vraiment le monde amateur. C'est vrai, on touche vraiment vrai. au-dessus, et tu fais bien de le rappeler et d'appuyer là où ça fait mal. Daoud, t'as raison. Voilà, en tout cas, merci messieurs à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On attend forcément avec impatience ce prochain tour de Coupe de France. Merci d'avoir donné donc votre avis. Il est 19h32 bientôt. C'est terminé avec le débat. On finit avec un ailier ultra rapide. Le 100% football amateur, l'invité. Eh oui, c'est un ailier qui casse les reins des défenseurs, passé par Oï Concarneau. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau Pierre-Alexandre Dipita. Tout va bien, Pierre-Alexandre ? Ça va, super, et vous ? Très bien. Super, En tout cas, je vois que tu es fier de tes couleurs. Tu viens avec un survêtement complet aux couleurs de ton club. Ouais, on est corporate. Hein. C'est beau. On a appris ça plutôt dans notre carrière de footballeur, donc c'est important de représenter les couleurs. C'est beau. Avant peut-être de parler de l'actualité brûlante, Pierre-Alexandre, tu as débuté le football à l'âge de 5 ans, du côté de Deuil-la-Barre. Que représente pour toi ce sport ? Le foot, en vrai, quand des fois je fais le point avec des amis à moi, c'est toute ma vie, en vrai. J'ai commencé à 5 ans, aujourd'hui j'en ai 29, donc j'ai toute ma vie, en vrai, des premiers souvenirs que j'ai, il y a du football. Parce que je pense qu'avant 5 ans, on n'a pas réellement de souvenirs. Mais en tout cas, mes premières séances de foot, ça je m'en souviens. Ensuite, tu me dis si je me trompe, tu as intégré le club de Racing Club de France à l'âge de 15 ans. Il y a eu Asnières entre-temps. J'ai déménagé à Asnières, j'ai joué à Asnières et ensuite je suis allé au Racing. Au Racing. Tu as vu une différence dans la formation ? Entre Asnières et le Racing, il y a plus d'exigences. Nous, à Asnières, à l'époque, on était en excellence. Quand on a 2 équipes, j'arrive au Racing, on a un groupe avec beaucoup plus de joueurs. Il y a une équipe nationale, il y a une DSR. Juste en dessous, je crois que c'est une PH. Ça veut dire que ça reste des niveaux relativement hauts. Donc, dans ce genre de club, il faut être plus exigeant avec soi-même parce que c'est les meilleurs, surtout, je pense que c'est toujours le cas pour le Racing, par exemple, mais c'est des clubs où tout le monde veut être, dans notre zone, Asnières, Colombes, etc. C'est les meilleurs joueurs qui y sont. Donc, pour être le meilleur, il faut faire en sorte de tout mettre de son côté. Exactement. Qu'est-ce qui a guidé tes choix au fil tes choix de club au fil de ton parcours ? La progression sportive, le plaisir de jouer ou la stabilité personnelle ? Un peu des deux. Quand je suis au Racing, c'est mon club. C'est mon club, je connais que ça, je suis bien là-bas. Je suis le petit jeune qui casse la baraque, on va dire. Je suis le petit jeune, tout le monde m'aime bien. C'est vraiment mon club, mes parents, ils sont bien, on connaît tout le monde. Donc, quand je suis au Racing, à la base, c'est ça. Donc, on passe en N3, l'année où il y a la réforme. On passe en N3. Et à ce moment-là, Bobigny me contacte déjà. Mais du coup, moi, j'ai 19 ans, je suis bien dans mon club, donc il n'y a pas de souci. Et l'année d'après, je signe à Bobigny en N2. Et là, c'est vraiment, du coup, à partir de ce moment-là, ça devient de l'envie d'aller plus haut. À partir de ce moment-là, quand je signe à Bobigny, c'est que je me dis, même au niveau de mes parents et tout, je leur explique que laissez-moi une année jouer au football. Et à ce moment-là, j'ai envie de faire quelque chose dans le foot. Et tu as senti une différence ? La pression était différente ? La pression était différente. Pas forcément. Par exemple, tout à l'heure, Daoud le disait, mais nous, par exemple, en N2, on s'entraînait 3 fois par semaine, comme au Racing. C'était la même chose. C'était des joueurs contre qui j'avais déjà joué. Certains, je les connaissais déjà. Donc après, la petite différence, on va dire, c'est que des fois, tu affrontes des clubs professionnels. Donc il y a des pros en face. Mais après, une fois sur le terrain, quand tu fais le vide autour de ce qui est autour, une fois sur le terrain, c'est le terrain. C'est le terrain, en effet. C'est le rectangle vert pour tout le monde. Avant de laisser la parole à Daoud et à Kevin, dimanche prochain, Pierre-Alexandre, match de Coupe de France. Exact. On en a parlé depuis le début de l'émission. Face à Neuilly-Marne, équipe de National 3. C'est ça. On attend ce match avec impatience ? On attend ce match avec impatience, oui et non, parce que nous, le plus important pour nous, c'est le championnat. Vraiment ? Donc, ouais, franchement, nous, on avait d'abord à cœur de bien commencer notre championnat hier. Du coup, on a réussi, on a gagné 4-0, c'était un bon match. Et maintenant, cette semaine, c'est une semaine de coupe.
Et maintenant, on va faire le travail comme d'habitude. Il n'y a pas plus de pression parce que c'est la coupe ou parce que c'est une Nationale 3. Le match, on va le prendre pareil. On connaît nos forces, on connaît nos qualités. Donc ensuite, ça sera 11 hommes contre 11 hommes. Hein. Exactement. Tu as connu comme différents niveaux jusqu'en national. National 1. National, hein. Là, face à une équipe de National 3, à quelle rencontre faut-il s'attendre? Bah, pour moi, surtout sur la région parisienne, nous, on est en R2. Il y a l'équipe en face en National 3, mais pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Pour moi, je pense que les joueurs de notre équipe sont capables de jouer, d'évoluer dans ce genre d'équipe en National 3, du coup parisienne, et eux, inversement. Ça pouvait être nous, la National 3, et eux, la R2. Franchement, ça joue à des différences, ça joue à des montées, c'est difficile de monter, c'est une équipe qui monte. On peut faire l'année ou une année au top, et après on s'installe dans le championnat et on ne bouge plus. Donc je pense que c'est la qualité des joueurs, c'est sur le bassin parisien, c'est relativement similaire entre National 3, R2, même R3. Il y a beaucoup de joueurs qui font, par exemple, de la R3 à la N3 l'année d'après. Donc ça prouve que le niveau, il n'est pas si gigantesque. Si différent C'est ça. d'une division à l'autre. Exactement. Daoud, une question pour Pierre-Alexandre? Ouais, moi je voulais revenir un peu sur Concarneau. Je pense que Concarneau c'est national, non? C'était national à ce moment. Voilà, parce que là c'est le gros club de national. Hein. Concarneau c'est un club mythique de national. Comment t'as vécu? T'es resté combien de temps là-bas et puis comment ça s'est passé? Parce que là c'est un vrai palier entre la N2, t'es au Racing N3, N2, et là il y a un vrai palier. La nationale, on sait tous que c'est un championnat qui est extrêmement difficile et d'une exigence redoutable. Comment tu l'as vécu? Combien de temps tu y es resté? Parce que là c'est vraiment la grosse structure Concarneau. Moi, je suis resté là-bas 1 an, et même pas, parce qu'au final, en janvier, je joue pas assez, donc je suis pressé et je dis je veux partir. Donc je rejoins Fleury. Mais sinon, Concarneau, quand je... Qui était en quelle division? En National 2. Mais sinon, Concarneau, quand je signe là-bas, c'est la même chose. Moi, je suis quelqu'un qui me met pas relativement la pression. Donc je suis là-bas. Ah, mais c'est plus la région parisienne. C'est plus la région parisienne. C'est nouveau, je vais vivre tout seul, je suis à 5h30 de Paris, mes amis ne sont pas là. C'est sûr que ça change. Après, moi, comme tu le sais, du coup, j'ai mon cousin qui jouait à Rennes à ce moment-là. Et même des amis à Guingamp, etc. Donc ça veut dire que j'étais pas dépaysé non plus. La Bretagne, c'est un endroit de France où je suis très souvent allé. Donc je connaissais la Bretagne, ça me faisait pas plus peur que ça. Mais la question c'est parti au bout de 6 mois. Ouais. Manque de patience, tu penses maintenant? Manque de patience, tous les jours. Ouais. Tu regrettes aujourd'hui? Si j'avais un choix que je pourrais regretter, c'est ça. De pas au moins avoir fini la saison. Mais manque de patience. Je joue pas assez, je me dis bon vas-y... ça me saoule, moi je veux jouer. Tout le monde me dit ouais mais t'es en national et tout. Mais après quand on arrive à ce niveau-là et qu'on devient le joueur de national, on aspire à plus. C'est pas juste pour vous dire j'ai des équipements de Concarneau, je suis dans le championnat national, je veux jouer. Donc Benoît Coué. Ah ok d'accord. Et quand je pars, une semaine après il est renvoyé. Donc encore plus de frustration. Encore plus de frustration. Et ceux qui jouaient pas, tout le monde joue. Ah ouais, tout le monde joue. Tout le monde rejoue. Donc voilà. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui a C'est rebattu ça. les cartes. C'est ça. Ah ouais d'accord. Après bon c'est comme ça, c'est le football. Hein. Ouais. C'est la vie et voilà. Une question, Ouais. Kevin? Bah, moi j'ai une question déjà par rapport à ton style de jeu. C'est vrai qu'il a dit, Farid, on sait que t'as un ailier percutant, mais c'est quoi ton style vraiment de jeu et dans quel système tu te sens le plus à l'aise? Alors mon style de jeu, moi je suis un joueur de profondeur. On va pas se mentir, je suis un joueur de profondeur. Donc j'aime dévorer les espaces et c'est vraiment ma qualité première, on va dire. Barcola, on va dire Barcola avec toute modestie, Barcola. C'est ce que j'aime bien leur dire à l'entraînement. En plus, je dis Barcola aujourd'hui. Mais ouais, sinon après, je sais que par exemple à Concarneau ou à Bobigny, je joue en pointe. Ok. Donc ça veut dire qu'en vrai, je peux évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Je joue à droite, à gauche et en pointe. Ça va dépendre du système que le coach veut mettre en place. En pointe tout seul, pour moi, c'est plus difficile. En pointe à 2, je m'éclate, Ouais. je kiffe. Donc voilà, un joueur de profondeur, un joueur qui aime mettre des buts. Donc Et, c'est le 3-5-2 Inter Milan avec Lautaro et Marcus Thuram. Ça serait pas mal aussi. Des fois, on l'utilise. Donc c'est des systèmes auxquels je peux m'adapter. Mais après, que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe, Ouais. quand on est sur le terrain, après, on fait le boulot avec nos qualités. Exactement. Pierre-Alexandre, selon toi, faut-il absolument viser le haut niveau pour se sentir accompli dans sa carrière? Personnellement, je pense pas. Je pense que tout le monde n'est pas fait, en plus j'en parlais tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour être au haut niveau. On ne peut pas tous être Kylian, on ne peut pas tous jouer au PSG. C'est ce qui fait aussi la magie du football, c'est qu'il y a des gens à tous les niveaux. Et je pense qu'on peut demander à quelqu'un qui joue en District 4, quand il joue son match le dimanche, lui il kiffe. Donc le plus important, il ne faut pas oublier que ce sport-là, on l'a fait parce qu'on aimait ça.
Donc maintenant, tu joues le dimanche en R2, je joue le dimanche en R2, je joue le vendredi en national. Au final, le plaisir, il est le même. Tu es sur le terrain, et quand tu es sur le terrain, tu t'oublies. C'est le après, Non, le c'est important autour. de le rappeler, C'est ça, c'est le plaisir est le même. C'est ça. C'est autour après que tu te dis, bon, c'est pas pareil. Oui, quand tu finis ton match en national, tu dois aller voir les sponsors, faire des sourires, hop. Des fois, tu as des petites séances où tu dois signer des photos, etc. Mais au final, quand tu es sur le terrain, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Et quand Mais tu le prends plus du haut plaisir, niveau que tu as connu donc au national te manque National. pas aujourd'hui? ça va me manquer sur déjà ma vie. Je me levais le matin, je m'entraînais à 10h. Là, moi, aujourd'hui, je suis VTC, je me lève à 5h. C'est vrai que quand je vais à l'entraînement à 20h, je n'ai pas la même énergie. Ça, c'est une certitude. C'est clair. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. C'est pas la même gestion, même par rapport à notre corps. Quand t'as des kinés à proximité, même quand tu as une petite blessure et que on t'envoie directement faire une IRM, etc., c'est pas la même chose. C'est sûr que c'est pas la même chose. Quand je me suis fait le croisé et que j'étais à Sannois, je suis en accident de travail. Je pense qu'aujourd'hui, si je me fais le croisé à Saint-Leu, c'est pas la même chose. Ouais. À Sannois, je reviens au bout de 6 mois et Saint-Leu, je pense que c'est le monde amateur. Exactement. Donc il faut l'accepter et c'est comme ça. Revenir au bout de 6 mois, c'est rapide, non? Bon, c'est rapide, mais j'étais pressé. Encore Je pense- pressé déjà. Je pense que, ouais, c'est ça. J'aime le foot. Et pourtant, toute ma vie, je me suis toujours dit, si je me fais une blessure type croisée, je coupe tout. Et finalement, impossible. Finalement, tous les ans, je me dis, j'en ai marre. Dès Bah, que l'hiver vient. Ouais, mais t'es jeune encore quand Ouais, même. mais dès que l'hiver vient, je me dis, j'ai notre attaquant, Sabri Saïd, qui a 38 ans, je me dis, comment tu fais? Comment tu fais pour rentrer encore là, tous Ah les bah, peut-être que dans entraînements 10 ans, tu y seras encore. Peut-être, J'avoue. peut-être. Mais Exactement. pour l'instant, je m'y vois pas, mais on sait pas. Le football, c'est ça. Hein, ce plaisir-là, je sais qu'il y a que ça, il y a que le foot qui peut me le procurer, donc je verrai à ce moment-là. Daoud, une autre question pour Pierre-Alexandre. Mais non, mais là, il a dit un truc important. Regarde, il a renoncé au national parce qu'il prenait pas le plaisir, il jouait pas. Et il va prendre quelqu'un qui va jouer en D4 et qui prend son plaisir le dimanche. Mais c'est ça la réalité de ce sport. Il a mis en avant pourquoi on fait du foot. Tu vois. Et ça, moi, je trouve ça formidable parce que c'est l'essence même de c'est pourquoi on fait ce sport, en fait. C'est Hein. Que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. C'est ça, Voilà. Et exactement. on sent que toi, tu prends du plaisir. C'est ça. Et regarde, il y a des joueurs qui ont joué jusqu'à 50 ans, hein, à Chambéry. Il y a 50 ans, il est temps qu'ils prenaient du plaisir. Qui prend Il du a plaisir, continué à jouer. c'est Donc, le plus je pense qu'il n'y a pas important. une question d'âge. Il y en a pas qui l'ont dit en fin de carrière, des pros et tout ça. Tant qu'ils prenaient du plaisir, ils continuent. Donc continue, tant que tu prendras du C'est plaisir. ça, c'est ça. Puis après, tu transmettras peut-être à C'est exactement des ça. jeunes, etc. Cette exactement passion, ça. justement, qui a de moins en moins, parce que là, on recherche beaucoup des projets, tu sais, pro et tout. La Mais performance, revenir ouais. tu sais, sur cette Sur du notion plaisir. que tu as dit là. Prenez du plaisir, peu importe le niveau dans lequel tu évolues. Donc voilà, tu es sur une voie pour moi, qui est la meilleure voie. Aujourd'hui, Pierre-Alexandre, il y a un coach, un nouveau coach qui vient d'arriver, Ben Ali. Il est adjoint avec Yasser. notre coach de l'année Exactement, dernière. adjoint. C'est quoi sa philosophie de jeu? Ben Ali, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le jeu. Il aime beaucoup le jeu, il aime qu'on joue. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il n'oublie pas aussi que le football, c'est tuer. Au final, on a beau faire 70 passes, si notre cerveau il n'est pas à aller mettre des buts, ça sert à rien. On peut être les plus beaux du monde, tant qu'on marque pas de but, ou tant qu'on encaisse des buts, du coup, c'est pas productif, quoi. C'est pas productif, en C'est effet. pas productif. Avant de laisser la parole à Kevin, tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a encore quelques secondes, tu es chauffeur VTC. Comment tu arrives à Exactement. concilier ambition footballistique et vie professionnelle? Après, l'avantage du VTC, c'est la liberté. Donc, je fais en sorte de travailler à des heures où je sais que, par exemple, je vais rentrer là. Tout à l'heure, je faisais la sieste. Je sais que j'ai travaillé toute la matinée. Je peux dormir avant les entraînements. Le dimanche, je peux gérer mon samedi soir, comment je vais le travailler, etc. Donc, sur ça, j'ai assez de liberté pour pouvoir être à 100% quand je vais au foot. D'accord. J'ai cette chance-là. D'autres Oui. ne l'ont pas, par exemple. Exactement. Kevin. Moi, j'avais des questions, en fait. Franchement, je pense qu'en fait, j'aimerais bien avoir ton avis parce qu'on a souvent parlé de ta carrière actuellement, mais là, est-ce que tu as déjà pensé à partir à l'étranger? Parce que, tu sais, des fois, comme ça, on se dit, on est au national et potentiellement, peut-être aller voir à l'étranger, je sais pas, aux États-Unis, Canada, tu sais. Oui, parce que t'es jeune, t'as que t'es 29 ans. jeune et puis avoir Ouais. peut-être le goût aussi à l'étranger, tu vois, parce que des fois, il y a beaucoup de jeunes, peut-être comme toi,
qui percent pas forcément en France et qui vont après à l'étranger essayer de plusieurs pistes en MLS, Peut-être, est-ce que etc. tu as eu déjà une opportunité de partir à l'étranger? Exactement. J'en ai pas eu. Pas que je sache, en tout cas. Ok. J'en ai pas eu. Et Est-ce que ça te tenterait dans l'avenir? Enfin, je sais pas, à 29 ans. bah, en vrai, c'est vrai que j'ai Ouais, jamais, j'ai pensé. j'ai jamais pensé vraiment à partir, mais vraiment partir. Par exemple, quand moi on me disait l'étranger, j'allais dire je vais aller en Belgique, je vais aller en Espagne. Ouais, mais j'ai jamais pensé à me dire je prends mon sac à dos, je vais en MLS. Ouais, je vais le dire un jour maintenant. Voilà, donc il y a ça. Après, aussi la vie a fait que aujourd'hui je me suis marié. Ah. Je me suis marié, donc D'autres le Pierre obligations. Alexandre, voilà, le Pierre Alexandre qui pouvait prendre son sac à dos à 24 ans Ouais, et partir à l'autre bout du monde, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, j'ai un foyer. Ouais. Il faut que voilà, que ma femme aussi trouve son compte. Il faut que VTC, c'est un métier qui me rapporte de l'argent, donc il faut aussi Bien que sûr. j'y trouve mon compte, etc. Donc c'est plus la même chose. Mais c'est vrai que plutôt, si j'avais eu cette opportunité-là, ça m'aurait pas dérangé de le faire. Ça m'aurait pas dérangé. Ça t'aurait pas dérangé. Que penses-tu d'ailleurs des joueurs quand même qui privilégient la visibilité ou l'argent plutôt que le plaisir de jouer? Je trouve que ça marche jusqu'à un certain moment. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, au final, tu vas t'habituer. Pour moi, par exemple, on va dire, comme quand on voit un joueur de Ligue 1, je sais pas, moi, on va dire, je sais pas, il y avait l'exemple de Levin Kurzawa. On va dire, ouais, mais regarde, il touche beaucoup d'argent, donc il est tranquille. Il peut rester sur le banc, il joue pas, et il s'en fout, quoi. Et moi, je leur disais dans le vestiaire, justement, c'est là où, quand on n'est pas à ce niveau-là, on se rend pas compte. On se rend pas compte qu'en fait, le plaisir, c'est juste jouer au foot. À un moment donné, c'est juste jouer au foot. Moi, j'étais en national, j'estimais que je jouais pas assez. C'était chiant. C'était chiant. Alors que les gens, ils me disaient, mais toi, t'es un fou, tu vis du foot, tu t'entraînes le matin, mais c'est la vie que t'as toujours voulu avoir. Oui, mais quand t'es dans l'équipe, quand t'es dedans, quand tu deviens ce joueur-là, tu veux juste retrouver le plaisir de base, c'est-à-dire jouer au football. C'est juste, tu veux oublier tout ce qu'il y a autour et tu veux juste jouer au football. Donc pour moi, c'est vraiment la notion la plus importante. L'argent, ça, c'est bien, on va pas se mentir, hein. Tout Bien sûr. le monde a besoin de ça. Mais on n'a pas fait ce sport pour ça à la base. Je pense pas que personne se dit à 5 ans, je vais jouer au foot pour être millionnaire. Non, c'est important de pense que- le rappeler, Pierre-Alexandre. On en a parlé tout à l'heure du match qui vous attend en Coupe de France. On a parlé du coach Ben Ali avec Yasser. Quels sont les objectifs de l'équipe Fagnon cette année? Nous, c'est le championnat. Hein. On va pas se La mentir montée que la montée. L'année dernière, on était bien parti. On était bien parti. On a eu quelques difficultés sur la fin. On va pas se mentir que c'est l'objectif. Après, pour ce qui est de la Coupe de France, comme je pense que beaucoup de coachs le disent, c'est pour les joueurs. C'est pour nous. Ça nous fait kiffer, nous. Ça nous fait kiffer. Nous, je sais qu'à Houille, par exemple, il y a 2 ans, on sort contre Angers. Donc voilà, c'est des beaux matchs. Il y a du monde. On joue contre des professionnels. Ça fait plaisir. Donc on se concentre en priorité sur le championnat. Et les coupes, on va engranger les tours. Hein. Et pourquoi pas qu'on parle de nous dans 10 ans ici et qu'on dise Avec vous vous souvenez plaisir ce que Saint-Leu, ils ont fait, Exactement. ils ont fait en 2025. Tu en as parlé, la saison dernière, vous loupez peut-être de peu la montée. Là, cette année, vous jouez encore la montée. Pourquoi tu es resté à Saint-Leu? Parce que le projet, j'y crois. On a réussi à garder, je pense, 90% de l'équipe. Ah, quand même. Donc, et c'est ce qu'on se disait hier avant notre match, quand on était en ronde. On disait que à ce niveau-là, je pense que c'est une force de pouvoir garder un groupe uni et qui se connaît. Parce que la plupart du temps, tu recommences avec des nouveaux joueurs, tu recommences avec 4, 5, 6 joueurs qui rentrent dans le 11 des fois directement. Donc, je pense que l'année dernière, par exemple, sur nos premières journées, c'est ce qui nous fait défaut. On ne se connaît pas. Aujourd'hui, hier, on gagne le match 4-0. C'est peut-être face à une équipe qui, elle, est en totale reconstruction. Donc, c'est peut-être des choses qui peuvent faire la différence à la fin de l'année. Et tu penses que par rapport au match d'hier, c'est déjà un match référence? C'est déjà un match référence. Je pense que dans un championnat, c'est pas tous les jours qu'on gagne 4-0 à l'extérieur. Exactement, Donc, clean sheet. on va pas se mentir. Hein. On a mis des buts, on n'en a pas pris. Il y a toujours des choses à travailler, mais on est content de notre résultat, on est content de ce qu'on a fait hier. Exactement, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu es le cousin de James Léa Sediki. Exactement. Tu vas pas essayer de le faire venir à Saint-Leu? Non, ça m'intéresse pas, ça. Ça l'intéresse pas, ça. Ça l'intéresse pas. Même s'il est dans une période de sa carrière qui est un peu difficile en ce moment. Mais c'est un joueur de foot professionnel. Exactement. Donc voilà, il a d'autres exigences. Moi, ma chance et et en même temps mon désavantage, c'est que moi, avant de jouer dans ce niveau-là, un niveau où je connais que le football,
j'ai connu le monde amateur. Et j'ai travaillé en allant au foot, etc. Donc, y retourner, ça ne me dérange pas. Mais lui, depuis qu'il a 8 ans, il y a 8 ans, il était au PSG. Ah, il est part du formaté PSG, pour il va à jouer Guingamp, professionnel. il va à Guingamp, il va à Rennes. C'est ça. C'est sa vie, le football. Exactement. Donc, lui, c'est normal qu'il reste dans ça. Et j'ai pas envie de l'amener dans le monde amateur. Qu'il reste dans son oui, truc. tout à fait. Il a encore de et belles voilà, années c'est ça. Il a le devant même lui. âge Et le que moi, mercato donc, voilà. vient de se terminer. Est-ce que tu as des petites news pour nous en exclusivité? Non, malheureusement, j'en ai pas. Il a fini son stage à l'UNFP. C'est bien passé. Donc, je pense que ça va se décanter dans les jours ou les semaines à venir. Exactement, J'espère. on lui C'est ce souhaite. que je lui souhaite, en tout cas. Dernière question, Daoud. Non, mais le championnat, justement, j'allais revenir sur la R2, là. Ce championnat-là, en plus, vous avez gardé 90% de l'effectif. Exact. Je connais très très bien les entraîneurs, hein, c'est des amis assez proches, là. Ok. Voilà, justement, est-ce que tu penses que le groupe a été bonifié en termes de le niveau que vous avez aujourd'hui, la force que vous dégagez, comment tu le ressens un petit peu ça? Je pense que oui, on s'est amélioré. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est ce dont on avait besoin, parce que l'année dernière, on avait un groupe au final assez restreint. On avait limite des fois il y avait un blessé et le coach il hésitait, est-ce que je pars pas à 13? Donc je pense que c'est ce qui nous a fait défaut sur la fin de l'année. Ouais. Une suspension, une blessure, par exemple 2 joueurs qui ne sont pas là, ça change complètement le visage de l'équipe. Aujourd'hui, le coach il a essayé de cibler des manques de l'équipe. Bon, sur la première journée, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit, vu que voilà, ça s'est bien passé et que même l'année dernière, on n'avait jamais gagné un match comme ça. Mais ouais, l'équipe, elle s'est améliorée. Après, on est dans une poule très compliquée. On est dans une poule hyper dure. Avec, là, je veux vous dire qu'on vise la montée, mais je pense qu'il y a 5 équipes derrière nous qui disent la même chose. Donc, il y a le PSG, il y a le Racing. Je parlais avec des amis à moi, ils sont à Villiers, ils me disent qu'ils veulent monter. Ça retrouve l'année dernière, ils finissent 2e, ils veulent monter. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je pense que ça va être une poule très relevée. Sergi qui vient de descendre, ils veulent monter. Donc on va prendre match par match et on verra. On essaye déjà d'être dans le bon wagon à la trêve. Et ensuite, on verra comment ça va se passer pour nous. Est-ce que toi, en début de saison, tu avais un objectif de but? J'avais pas d'objectif de but ciblé, mais je veux mettre des buts. Je pense qu'il faut pas se mettre d'objectif. Dembélé. Faut pas se mettre d'objectif, voilà. Et faut marquer. Et peut-être qu'à la fin, je dirais, ben voilà, c'était mon objectif. Mais voilà, pour l'instant, je me dis rien et je joue mes matchs. Hier, j'ai marqué. T'as vu quand même que depuis le début de l'émission, Kevin t'a mentionné Barcola, après Dembélé. Très parisien, très parisien. À peine. Mais nous aussi. On est dans ça. Ah, tu connais. Kevin, peut-être une dernière question pour Pierre-Alexandre. Bah après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du plan tactique, mais est-ce que, par exemple, t'aimerais avoir cette vista, tu sais, un peu, comme je disais, un peu de Dembélé, tu sais, un peu ce joueur qui est pas forcément attendu, et au final, tu sais, qui marque peut-être 30, 25 buts dans la saison. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien être en mode... l'année dernière, j'ai pas mis beaucoup de buts. Ouais, donc voilà, pourquoi pas cette saison être la clé et être le joueur qui met les buts. Voilà, c'est ça. Par exemple, hier... je devais même pas commencer sur le terrain à la base. Ouais, on a eu un petit incident. Je joue, je mets un but, une passe D. Donc c'est peut-être moi la surprise. Exactement. Et on te le souhaite. Il y a eu un incident, on peut rentrer... Non, mais un retard. Un retard. Il travaille, donc voilà. Mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, le monde amateur. Le monde amateur, c'est que voilà, il y a le travail. Et on peut pas lui demander de ne pas travailler. Donc voilà, le coach il dit tiens-toi prêt. Et je me suis tenu prêt. Et au final, ça s'est bien passé pour nous et pour moi personnellement. Exactement, tu as répondu présent. Et tant mieux pour toi. En tout cas, merci à Pierre-Alexandre d'avoir répondu à toutes nos questions. L'émission arrive déjà à son terme, messieurs. Et oui. Le temps passe très très vite. Mais voilà, on fait un dernier tour de table. Daoud, merci d'être passé sur RGB 99.2 FM. C'est moi qui te remercie comme d'habitude pour les invitations. Et en plus, on a parlé d'émotions derrière la Coupe de France. Voilà, de plaisir, de notion du jeu. C'est pour ça qu'on est autour de la table, là, non? Exactement. Moi, je sais que tu avais besoin d'émotions. Ça transpire en toi, Daoud. Parler de les émotions. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être à mes côtés. Merci à toi, Daoud. Kevin, merci à toi aussi d'être venu. Avec grand plaisir, toujours un plaisir. En plus, j'ai senti cette fraîcheur de Pierre-Alex, avec aussi le coach. La Coupe de France, cette magie. Donc voilà, top. Comme d'habitude, cette émission. Bon, tant mieux. Merci, Kevin. Mot de la fin pour toi, Pierre-Alexandre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour la C'est la première fois que je m'essaie à ce genre d'exercice à la radio comme ça. Donc, on essaye. Je pense que c'est pour ça que Ben Ali m'a choisi. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a choisi. Il sait que
Je suis assez éloquent quand je parle, donc ça me dérange pas. Aussi Et en tout facile cas, avec un ballon qu'à la parole. On essaye, Hein, on essaye. Des fois, on me dit même arrête de trop parler. Joue. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde et bonne continuation à tout le monde, on va dire. Exactement. On vous souhaite à toi et à Saint-Leu d'atteindre vos objectifs de début de saison. Et on aura plaisir d'en reparler durant toute l'année. Voilà, c'est terminé pour ce soir, chers auditeurs et auditrices. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à écouter le podcast qui vous sera proposé dès demain. Merci à Roland Vieira tout à l'heure au téléphone, à tous les trois, à Damien comme à chaque fois pour la technique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao.